Voilà. Ça commence bien. Vous êtes applaudi, Monsieur le Premier ministre. Voilà. C'est parce que je suis à l'heure. Comme la RATP, alors. Absolument. Voilà. Donc, Monsieur le Premier ministre, Monsieur le Président directeur général de la RATP, bienvenue chez vous. Voilà. Donc, tu as mis à notre disposition, si on se tutoie, bon. Vous avez mis à notre disposition cette magnifique salle et vous nous avez fait l'honneur et le plaisir de nous accueillir chez vous. C'est un signe des relations qui existent entre la FIF et la RATP. Et comme nous en avons déjà discuté plusieurs fois, ici même, encore cet après-midi, chasser en meute, c'est important pour notre pays, pour la France. Et je sais que vous aussi, vous avez la même vision que nous dans ce domaine-là. Donc, nous sommes réunis à l'Assemblée générale de la Fédération des industries ferroviaires. Alors, tous les grands industriels sont là, prêts à vous écouter, parce que vous nous avez annoncé un programme inédit. Inédit. Vous avez dit inédit. Je répète inédit. Donc, je vous donne la parole pour nous montrer qu'il est totalement inédit. Merci. Merci, Monsieur le Président, mon cher Louis, Mesdames et Messieurs. Je suis en effet très heureux et très fier de vous accueillir ici au siège, non pas historique de la RATP, c'est un siège qui date, qui a été décidé par Christian Blanc, alors PDG, donc on est à la fin des années 1980. C'est un très beau bâtiment, récemment rénové. J'en profite pour dire qu'il y manque quelque chose par rapport au projet initial, tel que l'avait conçu Christian Blanc. C'est un musée de la RATP et des transports parisiens ou franciliens. Et il est dommage que ce projet n'ait pas été concrétisé, je le dis, mesdames et messieurs, je peux faire, comme on dit, un benchmark qui démontre que Paris est la seule grande capitale européenne qui n'ait pas son musée des transports. Je me sens donc comme une vocation d'essayer d'y remédier, mais ça ne sera pas ici. Donc bienvenue à toutes et à tous, et mon cher Louis, je me réjouis de retrouver la FIF, de te retrouver avec, en tout cas pour ce qui me concerne, une autre casquette, puisque nous avions déjà, je crois bien, beaucoup travaillé, notamment dans le cadre du plan de relance au titre de mes... Je ne sais pas si ça marche, ça, hein? Ça marche, ça? Au titre de mes attributions antérieures. Donc, tu m'as demandé non seulement d'accueillir, c'est fait, mais de vous présenter un peu nos enjeux. Et je vais le faire à la fois pour vous faire partager un certain nombre d'informations, mais aussi en lien, évidemment, avec les enjeux, les problématiques de la fédération, à laquelle, je veux le dire d'emblée, nous souhaitons collaborer encore davantage. Nous souhaitons nous assurer, parce que je vais y revenir dans mon petit propos introductif, mais vous le comprendrez, je crois, facilement, la RATP est reconnue par nos concitoyens dans son écosystème comme étant une entreprise de transport. Ce qu'elle est, évidemment, et d'ailleurs, l'un de mes premiers objectifs lorsque j'en suis devenu le président, et compte tenu de difficultés d'exploitation et d'exécution du service, a été de revenir à ce que j'appelle le cœur de métier. Le cœur de métier, c'est effectivement le transport, ou plutôt, comme on dit de nos jours, les mobilités. Bon. Mais il se trouve que nous sommes aussi, et moins connus pour ça, une entreprise industrielle. Et tout ça est évidemment très imbriqué. Et dans les difficultés qu'ont rencontrées nos usagers, notamment à partir de la rentrée de septembre 2022, avec des dysfonctionnements dans, comme on dit, l'accomplissement de la mission de service public qui nous est dévolue, eh bien, évidemment, il y avait des difficultés d'ordre industriel, puisque, voilà, pour desservir, pour faire fonctionner une ligne de métro, il nous faut des conducteurs, il nous faut beaucoup de gens, mais il nous faut des métros. Bon. Et les graves difficultés, je vais y revenir, que nous avons sur la maintenance, sur le recrutement des personnels de maintenance, ont fait que, sur un certain nombre de lignes, bon, ça s'atténue, parce qu'on a pris des mesures, mais nous avions les conducteurs, mais pas les métros, faute de mainteneurs. Donc,
l'un de mes objectifs stratégiques est de bien positionner la RATP au sein de la filière industrielle. Alors, quelques mots pour vous présenter notre situation. D'abord, on parle de mobilité. Tout ça, vous le savez, mais enfin, cette première planche illustre que nous n'avons pas retrouvé encore, au moment où je vous parle, là, en 2023, le niveau de trafic, le nombre d'usagers avant la Covid. Avant la Covid. Alors, j'ai été un temps inquiet. Est-ce que tout ceci n'a pas profité, n'a pas généré un regain du trafic automobile? Non, en termes relatifs, dans le périmètre desservi par la RATP, il a encore plus baissé. Il y a une progression des modes très doux, comme le vélo ou la trottinette, ce qui n'a pas complètement été sans impact sur nous et notamment notre trafic autobus. Non, les grandes explications de l'écart, c'est la diminution du nombre de déplacements, en particulier liés au télétravail. Et pour ceux qui connaissent ici, la ligne 1 du métro, la ligne historique qui dessert la Défense, est sans surprise la plus impactée par cette baisse, en tout cas par le fait qu'elle n'ait pas retrouvé le trafic d'avant Covid. Bon, voilà, nous sommes dans une situation, et donc la RATP, comme l'est le transport urbain et le transport en général, vitrine des phénomènes de société. Ça vaut ce que je viens de vous dire pour la semaine, ça ne vaut pas pour le week-end, puisque là, le week-end, nous avons retrouvé, même dépassé le trafic d'avant Covid. Ces deux données en disent long sur les évolutions, gros dit, sociétales qui sont à l'œuvre. Et quand vous savez, je vais y venir, que j'ai, comme vous toutes et vous tous, des difficultés de recrutement, des difficultés de RH, mes personnels, eux, c'est d'ailleurs les mêmes. Ben, c'est l'inverse. Hein. Pour les faire travailler le week-end, c'est encore plus difficile que la semaine. Alors, on a été confronté, je l'ai dit, à une situation tout à fait difficile à partir de l'été 2022. Vous voyez, ce chiffre, pas... Hop, hop. Là, on est revenu en arrière, je ne sais pas pourquoi. Donc, vous voyez, ça s'est d'abord manifesté dans le bus. Bon, vous voyez qu'on a repris du poil de la bête. Enfin, le sens de la courbe qui va de janvier 2022 à mai 2023, il est très net. Hein, et on a eu un second semestre 2022 très, très difficile. Et si vous regardez le graphique sur la droite, vous voyez que ce sont essentiellement des difficultés de ressources humaines, hein, c'est ce qui est en vert, qui explique cette dégringolade, pour ne pas dire cet effondrement de notre offre. Alors, elle s'est traduite aussi, vous le voyez sur le métro, vous voyez le même effondrement, voilà, merci. Et toujours avec des raisons de personnel. Alors, c'est encore plus fort sur le bus que sur le métro pour plusieurs raisons, mais notamment, il y a un effet retard sur le métro parce qu'à la RATP, je vous le signale, on commence pour beaucoup machiniste, c'est-à-dire conducteur de bus, puis on devient conducteur de métro. Alors, le nirvana, c'est conducteur de RER. Bon. Mais en tout cas, le métro a également été touché. Suivant. Bon, tout le RER et le tram aussi. Alors, qu'est-ce qu'on a fait pour y faire face? Comme je vous l'ai dit, ça tu peux passer, comme vous l'avez vu, nos principales difficultés, mais ce n'est pas propre à la RATP, sont difficultés RH, donc j'ai engagé à mon arrivée une politique de recrutement tout à fait inédite pour combler les manques de personnel. Donc, vous voyez, on a recruté 2753 personnes en 2022. On a un objectif de 4600 en 2023. Et voyez, et ça, c'est que pour les pics. Mais en réalité, si vous tombez sur tout le groupe, on est à 6300. Et vous voyez, pour les années précédentes, qu'on est sans commune mesure, si c'est la ligne complètement en bas du tableau du bas, on a des objectifs de recrutement très forts. Je le dis aussi parce que je suis obligé comme employeur d'anticiper un niveau d'absentéisme, je veux dire, structurellement plus élevé. Et donc pour assurer la continuité du service, j'anticipe des démissions pour maintenir le niveau du service. Je pense que beaucoup d'employeurs sont dans notre cas. Notez aussi le nombre très augmenté depuis 2 ans des alternants et des contrats d'insertion qui sont une source extrêmement précieuse. On poursuit.
Voilà, alors ça marche, je vous le signale, ça marche. À deux titres. D'abord, vous voyez, on est à 42% de notre objectif total à fin mai. Bon, ça c'est le point très positif. Encore plus positif, le graphique de droite, c'est combien on reçoit de candidatures. Parce que afficher les objectifs de recrutement, bon, d'abord il faut les tenir, c'est le cas, mais si c'est au détriment de la qualité des candidatures, enfin, c'est-à-dire que vous êtes moins sélectif, c'est quand même un peu le cas. Mais c'est embêtant. C'est le cas, mais pas trop, puisque vous voyez qu'on a eu un nombre de candidatures reçues par rapport aux années précédentes, c'est la courbe verte sur le tableau de droite, qui est quand même super. Donc on a vraiment mis le paquet, ce n'est pas l'objet du congrès de la FIF, Monsieur le Président, de vous expliquer comment on a fait, mais ça rentre. Alors, je parlais tout à l'heure des démissions. Vous voyez, là aussi, une politique de relations sociales actives nous a quand même permis, vous voyez, les démissions, elles restent importantes, mais enfin, on a depuis le début de l'année 2023, réduit le rythme, et même pour la première fois en mai 2023, le nombre de démissions est inférieur à ce qu'il était le mois de l'année précédente, le même mois. Donc, ça, quand même, démontre qu'une politique de QVT, une politique de relations sociales actives d'entreprise, j'ai signé beaucoup d'accords au BUS, sur les NAO, produit quand même des effets sur, j'allais dire, le moral des troupes et la fidélité à l'entreprise. Bon, le chiffre clé, le graphique clé, c'est évidemment l'augmentation de l'absentéisme. Et pour 2023, ça ne diminue pas. Vous avez sans doute vu les chiffres de la CNAM en 2023. Donc, je me suis demandé si la RATP avait cette augmentation de 62% était atypique. Voilà les chiffres nationaux de la CNAM. Voilà. Donc, nous avons en France le record depuis 1945 d'assurance maladie en France. Donc, ce n'est pas propre qu'à la RATP. Mais la RATP, si je puis dire, n'échappe pas à ce phénomène. Donc ça, c'est voilà, là où je parlais tout à l'heure de phénomène de société et qui interroge, en voilà un, me semble-t-il, particulièrement significatif, en sorte que nous avons fait notre convention récemment avec les cadres supérieurs de l'entreprise, le top management, comme on dit. Évidemment, il y avait deux thèmes, la préparation des Jeux olympiques et paralympiques, qui vont beaucoup nous impacter. Tony Estanguet était présent. Et puis, nous avons fait un thème sur les nouveaux rapports au travail, les nouvelles exigences managériales, etc. On a fait venir Dominique Sénard, ancien PDG de Michelin et aujourd'hui président de Renault, qui nous a beaucoup éclairé sur son expérience sur ces sujets qui deviennent majeurs. La fidélisation, la motivation de la main-d'œuvre. Et la RATP, j'ai l'habitude de dire, est une grosse entreprise de main-d'œuvre. Je vous ai présenté tout ça, revient sur le graphique précédent encore, s'il te plaît. Voilà. Je disais, nous recrutons, finalement, la bonne nouvelle, ça marche bien. Sauf, Monsieur le Président de la FIF, sauf sur deux filières, les métiers de la sûreté et de la sécurité, encore que les 2 derniers mois nous donnent quelque espoir. Je viens aussi de signer un accord ce matin avec les agents de la filière. Mais alors, notre point noir, celui où ça décolle avec beaucoup de difficultés, ce sont les métiers de la maintenance, les métiers de l'infrastructure, c'est-à-dire les métiers industriels de la RATP. Ça, c'est vraiment la difficulté. Les professionnels ici réunis la connaissent, et c'est, s'il y en avait besoin, l'une des premières justifications de l'impérieuse nécessité de travailler au niveau de la filière et de la branche. L'éducation nationale n'envoie pas assez de gens depuis des décennies dans nos filières. Et nous disputons tous une ressource qui est très rare à attirer. Et donc, malgré tous nos efforts à la RATP, mais je pense que d'autres se reconnaîtront ici, nous avons beaucoup de mal à recruter. Donc, je le dis devant votre Assemblée générale, pour passer de problématiques, on va dire, générales de la RATP à des problématiques spécifiques à la filière industrielle, l'une des premières motivations, non pas de la justification, elle est éternelle, de la FIF et de la filière industrielle, mais de la nécessité de la booster, de la muscler, c'est d'abord le volet RH, me semble-t-il. Et aujourd'hui, certes, mais dans la durée,
car on voit bien, je vais y venir sur la deuxième partie, nous allons investir beaucoup de manière inédite, je le confirme, et donc ça veut dire que les compétences techniques à tous les niveaux, de l'ingénieur à l'agent de maintenance non qualifié, n'ont pas fini de correspondre à des besoins majeurs de l'entreprise. Bon. Vous voyez, on a beaucoup là, des mainteneurs d'un objectif, bon, 442, 620 sur le graphique. Pour tous, si je vous disais l'état où on en est, c'est le graphique suivant, si tu veux bien le remettre. Coucou, voilà. Celui-là, hop, hop. Là, voilà, il dort. On est à 94% des objectifs réalisés. C'est loin d'être le cas dans la... D'ailleurs, vous voyez, si on n'est pas à 100%, ce qui explique qu'on n'en est pas là, c'est les métiers industriels de RATPI, de MRF, enfin, pardon, j'emploie des sigles internes d'entreprise, enfin, des départements industriels de la RATP. Voilà. Donc, vous voyez, il y en a 8000 aujourd'hui, répartis sur 100 sites. Ça, c'est mon stock qui s'occupe de la voie, de la signalisation, de l'énergie, des systèmes. Voilà. Donc, tout ce qui peut, là, vous savez, on négocie un EDEC de la filière industrielle. On va adhérer à l'UMM. Enfin, on participe tous azimuts à la reconnaissance. On a fait du travail de sourcing pour être mieux repéré comme une marque industrielle. On fait feu de tout bois, mais on a besoin de cette filière. D'autant, je le répète, que le nombre de ces personnels va s'accroître et les compétences requises également. Les compétences requises également, à cause des évolutions technologiques, on va faire de plus en plus de maintenance prédictive, d'intelligence artificielle, de big data, de cyber, de systèmes ferroviaires. Voilà. Et non seulement on s'aperçoit qu'il n'y a pas de réponse quantitative, mais vous devez voir aussi, autre enjeu de la filière, mon cher Louis, que qualitativement, les gens qu'on recrute à l'issue de leur système de formation, on doit les reformer. Ça veut dire, deuxième conséquence, que nous devons nous impliquer plus en amont encore dans les dispositifs de formation, soit réinternaliser des centres de formation, soit les faire au niveau de la branche. Mais c'est un impératif si on veut attirer des gens qualifiés et les conserver dans nos groupes. Alors, je le dis aussi, on est en train de faire une petite révolution culturelle à la RATP, qui est permise par le fait que nous recrutons beaucoup. Nous devons, ça aussi c'est une logique de filière, développer, surtout sur ces métiers, de plus en plus la sous-traitance. La sous-traitance. Avec mes organisations syndicales, la sous-traitance, c'est le début de la précarisation, de la privatisation, etc. Pas du tout. Pas du tout. Nous faisons les deux. Nous recrutons massivement, mais aussi nous sous-traitons. Bon. Donc là, on est en train de passer des marchés de sous-traitance. C'est pas simple, mais voilà. Sous-traiter, c'est aussi, je le dis à mes troupes, un métier. Une filière, la relation donneur d'ordre sous-traitant, dont nous n'avions pas une grande habitude parce que nous sous-traitions historiquement peu, ben, il va falloir l'acquérir, la développer, avoir des relations équilibrées avec les sous-traitants, faire en sorte que la filière vive. Bon. Et donc, encore une fois, le sujet RH, si on n'en avait pas mesuré l'importance, c'est un aiguillon majeur pour raisonner en termes de filière industrielle. Le deuxième sujet, effectivement, c'est l'investissement. Alors là, on va donner, on continue. Voilà. Alors, je disais inédit, j'essaie de reconstruire la grande époque de l'investissement. Pardon, Louis, en Île-de-France. Bon. Mais la grande dernière période, c'est Paul Delouvrier, c'est le RER, c'est les grands projets. Bon. Depuis, après, c'est comme dans le reste du pays, ça c'est bon. Et là, on est quand même en phase de reprise extrêmement forte. Vous voyez les chiffres, j'ai essayé, enfin, je ne suis pas remonté à Mathusalem, mais vous voyez, ça, c'est les investissements annuels de la RATP. Vous voyez 800 millions en 2005. En 2000, c'est pas 20, hein, mon cher, c'est 2022. Il y a une petite erreur là. Dernier exercice clos, on a investi 1,9 milliard. Et ce qui est prévu dans notre programme pluriannuel, c'est-à-dire 2025-2029, en moyenne annuelle, hein, c'est bien une moyenne annuelle, de 5. Donc, vous voyez, si vous comparez les 0,8 de 2005 à grosso modo les 2,5 de 2025, c'est
un saut considérable. Bon, et alors évidemment, il faut que ça suive. Il faut que c'est principalement l'industrie ferroviaire qui va fonctionner avec ça. Bon, c'est, je le dis au passage, absolument nécessaire, au point que d'aucuns parlent de rattrapage. Mais c'est absolument nécessaire. Je disais tout à l'heure que les difficultés qu'ont ressenties nos usagers voyageurs étaient pour l'essentiel dues à des questions de RH, c'est-à-dire me manquait de la main-d'œuvre pour conduire les bus, les métros, les trams, etc. Et je le confirme. Mais évidemment, c'était encore plus accusé. Et ça le reste en ayant recouvré, par exemple, allez, aujourd'hui, là, au moment où je m'exprime, ça y est, on est à peu près à l'effectif complet des conducteurs de métro. Alors, ça ne suffit pas parce que je vais anticiper des recrutements pour les Jeux de 2024. Mais comme par hasard, qu'est-ce qui se passe? Les lignes, il y en a quand même 8, qui n'ont pas été modernisées ces dernières années, continuent parce qu'il y a des avaries de voies, parce qu'il y a des avaries matérielles, parce qu'il y a toute une série de problèmes, à ne pas rendre le service qu'il faudrait qu'elles rendent. Bon. Donc, on va quand même, avec derrière ces investissements, moderniser 8 lignes sur 14. Ça veut dire que les autres le sont déjà ou sont en cours de l'être. Donc, c'est un investissement inédit. Inédit. On va commander, par exemple, un nouveau matériel pour le métro qui s'appelle le MF19, peu importe le nom. On a quand même une commande maximale de 410 trains, c'est pas quand même secondaire. On va commander 146 rames, on a commandé 146 rames de RER, c'est pour le célèbre RER B. Ceux qui le connaissent, rien que l'évocation de son nom entraîne, je le vois, des mouvements de foule, 120 rames de tramway, enfin, bref. Tout ça, plus, évidemment, ça c'est le matériel roulant, mais les spécialistes que vous êtes savent que derrière, il y a des systèmes de voies, il y a des systèmes d'exploitation, tout ça va faire l'objet d'une rénovation considérable et qui est entre les mains, dont la réussite est conditionnée par le partenariat avec nos industries. J'aime le mot partenariat, bien sûr c'est des marchés, bien sûr on est donneur d'ordre, mais ça ne marche. On le voit bien, par exemple, pour être dans l'actualité, le prolongement de la ligne 14 qui doit être au rendez-vous des Jeux olympiques et paralympiques, c'est-à-dire qui doit être achevé et mis en service, comme vous le savez, en juin 2024. Ça réussit parce qu'on est en partenariat complet avec Alstom, avec Siemens, on a des plateaux communs, on a des sauts technologiques. Enfin, voilà, c'est tout sauf une relation unilatérale. Bon, on a eu des gros problèmes, on a toujours de livraison de câbles, ben, ça veut dire qu'il a fallu que je reçoive les câbliers, on est toujours dans le monde industriel, pour qu'ils adaptent leur process, enfin bref, on est rentré dans un partenariat étroit, je vais d'ailleurs aller visiter leur usine, ils ont créé des lignes de production supplémentaires dans quelques jours. Bon, ben, tout ça, évidemment, derrière, il y a l'animation d'une filière industrielle, et évidemment, je n'ai pas besoin de vous dire, je ne l'ai pas précisé, mais Louis le fera aussi bien que moi, tous les enjeux de transition écologique et énergétique qui sont derrière. Les nouveaux trains ou les nouveaux métros vont consommer 20% d'électricité en moins, c'est considérable. Il faut que vous sachiez qu'aujourd'hui, et je vous laisse deviner les conséquences sur mon budget, la RATP, c'est la ville de Bordeaux, en consommation énergétique, à elle seule. Bon. Et de plus en plus, puisque par exemple notre flotte bus, on la passe d'un mode carboné à l'électrique ou au GNV, et alors c'est très vertueux, sauf qu'évidemment, le renchérissement du coût de l'électricité pèse très fortement sur mes comptes d'exploitation. Ils ont déjà dégradé l'exercice 2022, ils dégraderont encore plus l'exercice 2023, et donc évidemment, c'est une source de préoccupation pour financer ces investissements. Mais donc, il y a des enjeux, on va dire, massifs, quantitatifs, mais derrière ça, il y a des enjeux, je le dis souvent, d'efficacité industrielle qui sont devant nous, qui sont dans notre actualité. Ben voilà, ça veut dire qu'il y a des process industriels et opérationnels, ce qu'on appelle l'excellence opérationnelle, qu'il faut maîtriser sans cesse. Ça permet tout ça d'améliorer l'effet masse, tous les produits, tous les systèmes avec les industriels. Autre raison de raisonner par filière. Et derrière tout ça, ben, il y a la tenue des délais, des enveloppes, des sauts technologiques. Bref, on est challengé, comme on dit, comme maître d'ouvrage, qui est un métier à part entière. C'est-à-dire derrière le métier visible de transporteur, à l'heure,
avec du matériel performant, en sécurité, il y a un métier à part entière d'ingénierie, de maître d'ouvrage, qu'on ne peut réussir, cher Louis, que dans le cadre d'une filière industrielle performante. Ce n'est pas possible. Il y a évidemment, toujours pour cette filière, des enjeux d'innovation considérables. Bon, par exemple, la RATP, mais elle ne peut pas le faire sans ses partenaires industriels, est à la pointe pour automatiser des lignes. Je pense que c'est une des seules entreprises de transport public qui est capable, comme c'est le cas de la ligne 4 aujourd'hui, de faire cohabiter des métros avec conducteurs et des métros sans conducteurs, avant de basculer à la fin de la présente année à 100% automatique, comme on l'avait fait précédemment sur la ligne 1, et comme nous allons, grande innovation technologique, le faire pour la première fois sur la ligne 13, c'est-à-dire les deux premières étaient des lignes sur pneus. Là, on va passer à l'automatisation, et ça paraît coton, mais c'est un défi que les ingénieurs aiment. Nous allons passer à une ligne fer. Donc, ça sont des enjeux d'innovation permanente pour la filière industrielle, et je le rappelle, ça conditionne aussi la capacité exportatrice de notre pays, de notre industrie. Et par exemple, je parlais du métro automatique, ça devient un point fort, que ce soit Keolis, mais on est de ce point de vue-là, il faut qu'on soit absolument dans le même bateau, en tout cas à l'extérieur de nos frontières. La RATP a gagné d'importants marchés en Australie. Je pense qu'il y a bien d'autres prospects, parce qu'on voit que le transport collectif, Dieu merci, cher Louis, se développe dans le monde. Donc, il faut aussi que l'industrie ferroviaire française soit extrêmement présent à l'international. Et vous le savez bien, en réalité, il y a un lien entre les performances qu'on développe au plan domestique, les savoir-faire que l'on valorise et les performances internationales. Voilà. Donc oui, la RATP a des ambitions industrielles, a un intérêt industriel majeur. Nous devons raisonner en termes de filière. Si je reprends des casquettes que j'avais eues dans une vie antérieure, je dirais qu'il y a filière et filière. Toutes n'ont pas le même degré de maturité, toutes n'affichent pas les mêmes réussites. Alors je ne parlerai pas de celles où les relations donneurs d'ordre sous-traitants ou l'animation de la filière est moins performante, mais en revanche, je citerai volontiers la filière aéronautique, qui de ce point de vue-là nous montre la voie. Je l'avais parfaitement vu en tant que chef du gouvernement, et en particulier quand vous avez des chocs comme l'a été la crise Covid, là je peux vous dire que la logique de filière entraîne une résilience supérieure pour chacun des membres qui la composent. Donc on a, Monsieur le Président et Mesdames et Messieurs, je veux dire, des enjeux très importants. Même si on va tous juger que c'est insuffisant, que c'est trop lent, etc., ce qui est sans doute vrai, mais je sais que nous pouvons compter sur l'aide précieuse de Monsieur le Président de la Commission du développement durable de l'Assemblée nationale, même si on juge que tout ça est trop lent, il y a quand même beaucoup de choses dans les tuyaux. À nous de nous organiser, à nous d'être performants, parce que c'est de l'argent souvent public, quasi exclusivement d'ailleurs. Les enjeux nous dépassent, ce sont des enjeux de société, de transition. Et donc vraiment, je vous répète, cher Président, cher Louis, la volonté de la RATP d'être un acteur important, nous l'espérons, dans la FIF. Merci beaucoup. Monsieur le Président, Monsieur le Premier ministre, cher Jean, moi j'ai retenu deux choses. Tes camemberts, qui sont des histogrammes là, où tu avais 0,8 milliards en 2005, et puis tu as multiplié par 3 là actuellement. Donc ça parle. Voilà des résultats concrets, parce que financièrement, multiplier par 3 les investissements dans ce domaine, qui est un domaine qui les concerne directement, eh bien, chapeau. Bien. Et donc, chapeau aux autorités organisatrices, parce que ce sont elles, je le rappelle, vous le savez tous, décident de ces investissements. Oui, c'est vrai. Merci de l'hommage que tu rends aux autorités organisatrices de transport que je suis. C'est parfait, on va continuer. Bon. La deuxième chose que je retiens, c'est un plaidoyer pour chasser en meute. Mais toi, tu n'es pas simplement le président de la RATP, tu as été Premier ministre. Donc tu as vu et tu as cité
l'exemple, par exemple, de la filière aéronautique, où tu as vu ce que c'était. Et donc, c'est ce que nous disions d'ailleurs. Dans le cadre de rapport moral que j'ai fait tout à l'heure, j'appelle à chasser en meute. Parce que la France se portera encore mieux quand on travaille. Alors, à l'intérieur, bien entendu, il y a des concurrences, ça arrive. Mais toi comme moi, on sait que ça existe. Et on est là pour veiller au grain. Mais il faut faire en sorte de travailler tous unis pour, j'allais dire, la plus grande gloire de notre pays, de notre industrie. Je rappelais que l'industrie ferroviaire, tu l'as dit toi-même, est la 3e au monde, voire la 2e si on enlève les Chinois qui sont un peu particuliers. Donc, il y en a très peu d'industries en France qui sont sur le podium mondial. Donc, aidons-nous les uns les autres pour faire en sorte d'avoir la plus forte industrie possible et d'amener un service aux usagers parce que finalement, c'est bien sûr les autorités, mais finalement, c'est quand même le contribuable qui paye à l'affaire. Hein, et donc, c'est nous tous et nos concitoyens. Donc, quand on leur amène le meilleur, les contribuables sont contents. Et nous, les politiques, nous, les industriels, on est très contents à ce moment-là. Voilà, donc merci pour cet enthousiasme que tu manifestes. On voit bien les difficultés, on les rencontre dans toute la filière, notamment de formation de compétences. Et donc nous, la FIF, en tous les cas, je peux te le dire, est prête à travailler la main dans la main dès que tu veux, quand tu veux, où tu veux. Voilà. Bon, alors, une fois qu'on a posé le cadre, après, c'est peut-être à eux, s'ils veulent poser des questions, c'est le moment ou jamais, parce que Jean Castex, c'est pas tous les jours qu'on l'a sous la mer, alors profitez. Voilà. Au fond, première question. Tu vois. Oui. Oui, Monsieur le Président, bonjour. Hervé Le Joliffe, président de Colas Rail. Nous savons que le réseau va s'enrichir de 200 km de nouvelles lignes à terme. La maintenance sera assurée par la RATP. La question, c'est est-ce que vous avez d'ores et déjà établi une stratégie de sous-traitance ou de réalisation par vos équipes en interne? Merci. Alors, oui, donc vous parlez évidemment du réseau du Grand Paris Express, dont, de par la loi, la maintenance des infrastructures, comme la sûreté d'ailleurs, continuera à être assurée par la RATP. Bon. Donc là, nous sommes en train, si vous voulez, avant d'en être à l'étape que vous indiquez, d'essayer de fixer avec notamment l'autorité organisatrice et l'ART le cadre d'intervention de ces deux activités, la tarification à laquelle nous pourrons faire payer les prestations correspondantes et comment dire, ce travail n'est pas tout à fait terminé. Bon. Du coup, s'agissant plus particulièrement de votre question, je ne peux pas vous faire de réponse précise, sinon une réponse de principe plutôt positive. Hein, bien sûr. Voilà. En tout cas, nous ne l'excluons pas, si vous préférez que je le dise de façon directe. Voilà. Encore une fois, la sous-traitance, c'est l'apport de compétences que nous n'avons pas en interne, c'est sa première définition. C'est aussi, comme je l'ai dit, s'agissant de l'établissement public lui-même, la façon de suppléer à des ressources internes que nous avons eues, mais que nous n'avons plus, compte tenu notamment des difficultés à recruter. Il y a d'autres questions, chers collègues. Voilà. Oui, bonjour, cher Président. Nous sommes Sarstetal Rail et Ascoval, dans le Nord. Nous provisions de l'acier et des rails à très faible émission de CO2 aujourd'hui. Comment la RATP va-t-elle organiser les nouveaux appels d'offres en tenant compte de nos nouvelles prescriptions et bien évidemment aussi de nos collègues qui sont industriels et poseurs dans cette réduction de CO2? Alors, là aussi, réponse générique, puisque ça fait très clairement partie de mes orientations stratégiques. Sans rentrer, si vous voulez, dans le détail de notre fonctionnement, pour les grands projets, nous avons des comités d'engagement pour dire, ben voilà, on va réaliser la modernisation de telle ligne, de tel poste de commande, etc. Bon. Ça, c'est assez nouveau. Désormais,
dans ces comités d'engagement et dans les critères qui fonderont la décision d'investir, de faire tel choix, et donc d'établir les cahiers des charges afférents aux marchés qui mettront en œuvre le projet. Désormais, les critères environnementaux et ceux de l'impact environnemental seront systématiquement introduits et feront même l'objet de l'évaluation des projets. Donc je pense que c'est dans ce cadre, je peux vous répondre précisément sur votre question, encore que si vous me donnez quelques jours, je pourrais le faire, mais en tout cas, là aussi, je vous réponds de façon générique. Évidemment, nous devons prendre en considération ce type d'impact dans nos décisions d'investissement. Encore une question? Voilà. Bonjour Monsieur le Président, Sophie Espier, Siemens Mobility. Alors nous sommes heureux aujourd'hui d'être un partenaire de la RATP dans l'automatisation de lignes de métro. Je voulais vous poser la question de votre vision justement sur le réseau de métro à terme en matière d'automatisation, compte tenu des gains de performance que ça permet et également des gains de réduction de consommation énergétique que vous avez évoqués comme étant un grand enjeu. Donc nonobstant évidemment le pouvoir de l'autorité organisatrice que vous avez aussi évoqué, quelle est votre vision en tant que président de la RATP à, je dirais, 30-50 ans de l'automatisation du métro parisien? Je précise d'emblée, vous l'avez rappelé, effectivement, la décision finale appartient à l'autorité organisatrice, en l'espèce IDFM, et que je sache, ni eux, je ne saurais parler en leur nom, ni la RATP, je le dis, n'a d'objet. Alors, on m'a demandé à 50 ans, bon là, je ne vais peut-être pas oser aller jusque-là, mais en tout cas, sur les 20-25 prochaines années, je le dis très clairement, n'a dans l'idée d'automatiser l'ensemble du réseau. Je commence quand même par ça. Bon, parce que on montre qu'il y a des solutions intermédiaires, avec notamment là, bon, un système qui s'appelle Octis, qui permet, si vous voulez, d'avoir les gains que permet l'automatisation sans passer, enfin sans consentir l'investissement quand même très lourd que suppose l'automatisation complète. J'ajoute, comme je l'ai déjà dit, que nous avons acquis un savoir-faire réel sur l'automatisation de lignes sur pneus. Il n'en restera plus beaucoup qui ne sont pas automatisés. Il y a par exemple la célèbre ligne 6, je dis ça pour ceux qui connaissent Paris, à un niveau de trafic, etc., qui ne justifierait pas objectivement, dans le bilan socio-économique, pour être très précis, ne serait pas favorable en termes d'automatisation et que, par exemple, l'arrivée de nouveaux matériels qui est en cours sur cette ligne et des opérations de rénovation qu'elle suppose devrait suffire à rendre plus performant sans aller jusque-là. Je reviens donc, ce qui reste, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est le faire, et je pense que de façon très sage, la RATP, comme sans doute IDFM, mais encore une fois, je ne peux pas parler en son nom, veut d'abord voir ce que va vraiment donner l'automatisation de la ligne 13 pour peut-être avoir une vision plus catégorique sur ce sujet. Vous voyez, l'automatisation incontestablement a des effets très nets, on le voit sur les lignes déjà automatisées, sur la sécurité ferroviaire, sur la réduction à minima de l'intervalle entre deux trains aux heures de pointe, hein, c'est ça quand même l'enjeu. Bon, après, nous devons vivre avec les lignes automatisées. Voilà, vous l'avez vu, quand il peut y avoir des sujets. On a vu récemment sur la ligne 4, qui est semi-automatisée. On en a eu sur la ligne 1 en 2018. Donc, quand il y a des arrêts dans des interstations, il n'y a plus la présence humaine du conducteur à bord. Donc, ça appelle de notre part des sujets qui sont pas industriels, mais qui sont connexes et pour lesquels nous devons là aussi apprendre à progresser, à tirer un certain nombre d'enseignements. Voilà. Bon, donc, automatisation, oui, mais de façon raisonnée et équilibrée. Voilà. Et je pense honnêtement que c'est aussi la position d'IDFM. Oui, Stéphane Brunet, j'interviens donc en qualité de président des groupements des technologies numériques. Vous avez parlé de maintenance prédictive. Le digital est l'outil de prédilection pour la maintenance prédictive.
Donc il y a les deux côtés de la pièce. D'un côté, historiquement, ça a plutôt été conservé en interne. Aujourd'hui, ça fait appel à des compétences qui sont quand même très pointues. Du coup, quelle est votre approche? Est-ce que est-ce que vous autorisez la sous-traitance? Comment vous imaginez le partenariat sur ce thème un peu particulier? Est-ce que Sylvie veut venir répondre plus précisément? Mme Buglioni, qui gère ses soutiens. Je peux lui donner. Oui. Donc effectivement, je pense qu'on n'a pas à rougir de travailler avec énormément, on va dire, d'industriels qui sont ici dans la salle et qui sont aussi en concurrence entre eux. Et donc on a en tout cas une volonté de préserver les savoir-faire des industriels que vous représentez, mais aussi nos savoir-faire. Donc c'est vrai que le sujet de la maintenance prédictive, c'est un sujet qui est en cours. En fait, c'est un sujet d'innovation qui est en cours de développement à la RATP et sur lequel, en fait, voilà, il faudra en tout cas réfléchir à comment chacun préserve son savoir-faire. Je pense que la RATP n'a pas à rougir là-dessus, en tout cas dans le domaine du matériel roulant. Je suis bien placée pour le savoir, pour l'avoir porté. Voilà, donc il faut trouver un moment toujours un équilibre. Je pense qu'il faut certes faire du partenariat, mais aussi il faut préserver les savoir-faire de chacun, il me semble. Bien. Ah, là, la dame veut faire une photo, c'est très bien. Donc, le président Castex nous avait dit 17 h, il fallait qu'on le lâche après parce que lui aussi, il a un agenda, j'allais dire, de Premier ministre, et donc, il va nous laisser. C'est fini, mais ça y ressemble. Bon, donc, moi, encore une fois, publiquement ici, je te dis la joie et le plaisir qui a été le nôtre de te recevoir. Et puis, je le tutoie naturellement parce que quand il m'a reçu il y a quelque temps déjà, il était Premier ministre dans son bureau et il m'a dit au bout de 30 secondes, « Monsieur le Président, si vous me permettez, Monsieur le maire, je vous tutoie. » Et alors, il a été maire. Il a été maire, et oui, c'est la règle entre les maires. Bon. Et donc, on a discuté... Maire un jour, maire toujours. Et c'est un peu ça, oui, ça fait jamais que 28 ans, donc ça va, bon. Mais la réunion devait durer une demi-heure, elle a duré plus d'1 h 15, donc c'est dire qu'on avait des choses à se dire. Et depuis, je me félicite du travail que tu fais ici. On voit bien le renouveau, c'est clair, c'est net, on sent que la RATP bouge là. Et ça nous fait plaisir à tous. Je dirais au-delà des industriels ici ce soir, ça fait plaisir également aux Français, à la population en général, que ça bouge. Parce que c'est l'occasion de rappeler que c'est un réseau où quasiment 30% de la clientèle est extra-francilienne, soit provinciale, soit touristique. Et il faut toujours bien soigner les provinciaux, cher Louis. Merci. Non, mais...